Bonjour la famille, profitez de ce moment de détente avec des histoires de charme, n'oubliez pas de vous abonner et de partager vos réflexions dans la section des commentaires. Cliquez aussi généreusement sur le bouton j'aime car cela signifie énormément pour nous. Veuillez vous asseoir, vous détendre et profiter alors que nous plongeons dans l'histoire. Édouard Thornley était le genre d'homme qui aimait faire impression. À 38 ans, il était grand, large d'épaules et toujours tiré à 4 épingles dans des costumes sur mesure. Ses cheveux épais et sombres étaient soigneusement peignés en arrière, et il se déplaçait avec un sourire confiant. Au bureau, les gens chuchotaient parfois qu'il devait avoir une source d'argent inépuisable. Il conduisait une élégante voiture noire, achetait des montres chères et se vantait de l'appartement de luxe dans lequel il investissait. Cependant, les collègues et amis d'Édouard n'avaient vu que la surface de sa vie. Ils ne savaient rien de Claire, sa douce et dévouée épouse qui restait à la maison avec leurs enfants, Émilie et Erin. Ils n'avaient aucune idée non plus de l'appartement exigu et bon marché où vivaient Claire et les enfants. Encore plus choquant était le fait qu'Édouard avait commencé à construire une luxueuse maison dans une autre partie de la ville, mais pas pour sa famille. Il la construisait pour sa maîtresse, Lydia. Lydia avait la vingtaine, mannequin avec un goût pour les restaurants haut de gamme, les chaussures de créateurs et les fêtes exclusives. Dès l'instant où Édouard l'avait rencontrée lors d'un événement d'entreprise, il avait été enchanté par son charme. Elle se faisait désirer, le laissant la courtiser tout en offrant des sourires aguicheurs et des compliments subtils. Plus elle le taquinait, plus il voulait lui plaire. Bientôt, il payait son loyer, lui achetait des cadeaux et lui promettait de construire un pantouse de rêve rien que pour elle. Claire, sa femme, avait autrefois été le centre du monde d'Édouard. Elle se souvenait d'une époque où il était plus humble, plus attentionné. Ils s'étaient mariés jeunes, partageant des rêves de construire une vie ensemble. Nous aurons une belle maison, assez d'économies, et nous ne nous négligerons jamais, disait-il. Mais ses promesses s'étaient estompées. Actuellement, Claire et les enfants vivaient dans un modeste appartement de 2 chambres qui avait souvent des problèmes de plomberie. Le chauffe-eau tombait en panne toutes les quelques semaines, laissant la famille se baigner à l'eau froide à moins qu'elle n'appelle un bricoleur qu'il pouvait à peine se permettre. Les murs étaient fins et la musique des voisins les empêchait de dormir la nuit. Pourtant, Claire faisait bonne figure pour les enfants, qui n'avaient que 6 et 8 ans. Elle essayait de les protéger des difficultés, mais ils étaient assez intelligents pour sentir la tension. Tard un soir, alors qu'Édouard entrait dans le petit appartement, il fut accueilli par le sol grinçant et l'éclairage tamisé. Claire, portant ses pantoufles usées, leva les yeux du comptoir de la cuisine où elle préparait un simple plat de pâtes. Émilie et Aaron faisaient leur devoir à une petite table près de la fenêtre. « Papa !» s'exclama Aaron, sautant de sa chaise, le visage illuminé d'excitation. « Tu es à la maison. » Édouard força un sourire en posant sa coûteuse mallette en cuir. « Salut champion », répondit-il en tapotant la tête d'Aaron. Émilie hésita, mais se leva de la table pour faire un câlin à son père. « Comment s'est passée ta journée » demanda doucement Claire, en retirant les pâtes du feu. Édouard haussa les épaules. « De longues réunions qui se sont terminées tard » répondit-il sèchement. Mais en vérité, il avait passé la majeure partie de l'après-midi sur le chantier du nouvel appartement de luxe. Le promoteur lui avait montré les derniers plans pour les sols en marbre, les robinets plaqués or et les baies vitrées du sol au plafond qui donnaient sur la ligne d'horizon de la ville. Lydia avait insisté sur des matériaux de haute qualité, chacun plus cher que le précédent. Édouard avait accepté chaque demande. « J'espérais que nous pourrions bientôt parler du bail. » murmura Claire en remuant la sauce dans une petite casserole. Le loyer ici pourrait encore augmenter, et le chauffage ne fonctionne toujours pas correctement. Édouard fronça les sourcils. « Je te l'ai déjà dit, je m'en occupe. Le travail me met beaucoup de pression ces jours-ci. L'argent ne tombe pas du ciel, Claire. » Elle baissa les yeux sur la casserole, sentant la tension dans la pièce. Les enfants se regardèrent, sentant que la conversation prenait une tournure désagréable. Ils retournèrent tranquillement à leur place. « Bien sûr, » dit Claire, sa voix à peine audible. « Je voulais juste. » Édouard la coupa. « Parlons-en une autre fois. Je suis fatigué. J'ai besoin de repos. » Il sortit de la pièce en trombe, laissant Claire et les enfants mal à l'aise. Cette nuit-là, alors que Claire couchait Émilie et Aaron, elle leur embrassa le front et tenta de sourire. « Dormez bien » chuchota-t-elle. Émilie serra son ours en peluche. « Maman, est-ce que papa va bien ?» Il a l'air contrarié.
Claire tapota la main de sa fille. Il est juste fatigué par le travail, ma chérie. Ne t'inquiète pas, dans son cœur, Claire soupçonnait autre chose. Au cours des derniers mois, Édouard était devenu distant, maussade et bien trop préoccupé par son téléphone. Envoyant des SMS, passant des appels discrets qu'il ne voulait pas qu'elle entende. Elle essayait de lui accorder le bénéfice du doute, se disant qu'il était juste stressé. Après tout, il avait toujours subvenu à leurs besoins, même si cela semblait de moins en moins chaque année. Mais son esprit revenait sans cesse à un curieux objet qu'elle avait trouvé dans la mallette d'Édouard quelques semaines auparavant, une brochure brillante d'un prestigieux cabinet d'architectes. L'image en première page montrait un bâtiment scintillant, quelque chose de clairement hors de leur portée financière. Elle n'avait jamais eu le courage de le confronter directement à ce sujet. Cette nuit-là, elle resta éveillée dans son lit, écoutant les ronflements doux d'Édouard et fixant les fissures au plafond. Elle se demandait à quel point elle connaissait encore vraiment son mari. Les appels téléphoniques, l'intérêt soudain pour l'immobilier de luxe, rien de tout cela ne correspondait à l'homme qu'elle avait épousé des années auparavant. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Lydia s'admirait dans son miroir, pensant à quel point le Penthouse était proche de l'achèvement. Elle imaginait les sols en marbre, les meubles moelleux et les vues imprenables sur les lumières du centre-ville. Elle pensait à la façon dont elle organiserait des fêtes pour ses amis à la mode. Édouard lui avait promis le monde, et elle aimait l'entendre la supplier pour la rendre heureuse. Pourtant, Lydia n'était pas dupe. Elle sentait le désespoir d'Édouard à maintenir sa double vie, et elle avait l'intention d'en extraire chaque goutte de luxe. S'il ne peut pas livrer, je trouverai quelqu'un d'autre qui le pourra, se dit-elle en enfilant un peignoir de satin. Puis elle jeta un coup d'œil à son téléphone, remarquant un SMS manqué de sa part. Je finaliserai le contrat la semaine prochaine. Ne t'inquiète pas, avec un sourire narquois, Lydia répondit. Je veux le meilleur de tout. Pas de lésine sur les finitions, ou je m'en vais. Édouard, bien sûr, obtempérerait. Il était devenu obsédé par l'idée de plaire à Lydia, peu importe le coût. Et ainsi, les jours passèrent, les secrets s'épaissirent. L'épuisement d'Édouard s'accentua. Les soupçons de Claire se renforcèrent. Et dans un coin tranquille de la ville, un somptueux Penthouse s'élevait vers son achèvement, brillant comme un joyau parmi la ligne d'horizon imposante, attendant un moment qui allait bientôt défaire toute la vie d'Édouard. Une semaine plus tard, Claire était assise à la table de cuisine en bois bancal pendant que ses enfants mangeaient du pain grillé et des œufs brouillés avant de partir à l'école. Elle avait des cernes sous les yeux d'une autre nuit agitée, mais elle força un sourire éclatant en leur offrant une deuxième portion de jus. « Mangez bien, Émilie, Aaron. Vous avez tous les deux des journées chargées devant vous, dit-elle. »« Oui, maman, » répondirent-ils à l'unisson, bien qu'Émilie fût plus concentrée sur le tressage des cheveux de sa poupée, tandis qu'Aaron fixait une boîte de céréales colorées sur la table, souhaitant que leur routine matinale soit un peu plus excitante. Claire avait l'habitude de tirer le meilleur parti de ce qu'ils avaient. Elle se plaignait rarement, même lorsque l'argent était rare ou qu'Édouard était absent pendant des jours. Pourtant, à l'intérieur, elle ressentait une douleur. La veille, elle avait de nouveau essayé de parler à Édouard de leur situation de logement. Il lui avait crié dessus, disant qu'elle devait être plus reconnaissante. Plus tard dans la matinée, après que les enfants furent partis à l'école, Claire s'occupa de ses tâches quotidiennes. L'immeuble était vieux et la peinture du couloir s'écaillait. Le chien de son voisin aboyait constamment derrière une porte fragile. Une seule ampoule vacillante éclairait le corridor. Claire soupira en sortant, un panier de linge sous le bras. Dans la buanderie, un espace exigu et miteux au sous-sol, elle rencontra Madame Harris, une femme aimable d'une soixantaine d'années qui vivait 2 étages au-dessus. Madame Harris arborait un sourire compatissant, ses cheveux gris tirés en arrière en un chignon lâche. « Bonjour ma chère », salua Madame Harris. « Tu es debout tôt pour la lessive. » Claire posa le panier. « Oui, j'aime le faire avant que les machines ne soient pleines. » Madame Harris hocha la tête, puis baissa la voix. « Claire, je ne peux m'empêcher de remarquer que vous et votre mari. Eh bien, vous n'avez pas semblé très heureux ces derniers temps. Est-ce que tout va bien ?» Claire tripota le bord d'une thé d'oreiller. Elle se demanda combien elle devait révéler. « Nous avons nos hauts et nos bas, comme toute famille, » répondit-elle en forçant un autre petit sourire. Madame Harris lui tapota doucement le bras. « Je suis là si tu veux parler, ma chère. »« Merci. » dit Claire doucement, évitant son regard.
Sa conversation avec Madame Harris la laissa mal à l'aise. Elle détestait le sentiment que les autres puissent la plaindre. Elle se souvenait d'une époque où Édouard n'était pas seulement aimant mais aussi transparent, la portant dans ses bras pour franchir le seuil de leur première modeste maison. « Nous construirons une vie meilleure », disait-il. Maintenant, elle avait l'impression que tout leur mariage était assombri par des secrets tacites. Ce soir-là, Édouard rentra plus tôt que d'habitude. Il avait l'air fatigué, mais pas aussi sur la défensive ou irritable. Claire espérait que c'était un signe qu'il pourrait enfin parler. Quand les enfants furent dans leur chambre, occupés par leurs devoirs, Claire s'approcha de lui. « Édouard, dit-elle doucement. Pouvons-nous discuter de quelque chose ?» Il desserra sa cravate et s'appuya contre le comptoir de la cuisine. « Vas-y, dit-il, l'air prudent. Nous devons régler la situation avec cet appartement, commença Claire. Le propriétaire pourrait encore augmenter le loyer, et nous avons déjà du mal avec l'eau chaude. Édouard se frotta le front. Claire, je sais que l'appartement n'est pas génial, mais pour l'instant, je ne peux pas me permettre de changement majeur. Son cœur se serra. Mais tu as dit que les choses allaient bien au travail. C'est compliqué, marmonna-t-il en évitant son regard. Puis son téléphone vibra, et il le saisit rapidement. Il jeta un coup d'œil à l'écran, puis regarda Claire. Je dois prendre cet appel. Désolé. Il entra dans la pièce voisine, laissant Claire seule. Depuis le couloir, elle pouvait l'entendre parler à voix basse. Oui, Lydia? Non, je te promets. Je m'en occuperai bientôt. Fais-moi confiance. Claire ne put pas saisir chaque mot, mais elle en entendit assez pour deviner qu'il parlait à quelqu'un nommé Lydia. La jalousie et la confusion lui nouèrent l'estomac. Qui était Lydia? Et pourquoi Édouard lui promettait-il quoi que ce soit? Elle se força à ne pas tirer de conclusion hâtive, mais le poids du soupçon continuait de l'oppresser. Après qu'il eut terminé l'appel, elle le confronta. « Qui est Lydia » demanda-t-elle, essayant d'empêcher sa voix de trembler. Les yeux d'Édouard brillèrent de colère. « Une cliente, de mon nouveau projet. Ça fait partie de mon travail, Claire. Ne te mêle pas de ce que tu ne comprends pas », sa réponse lui fit l'effet d'une gifle. Elle voulait le croire, mais la façon dont il refusait de la regarder dans les yeux la mettait sur les nerfs. « Eh bien, dit-elle en déglutissant difficilement, si c'est lié au travail, peut-être que tu peux m'en parler, pour que je comprenne mieux. Nous sommes mari et femme, Édouard. Nous devrions partager les choses. » Il ferma les yeux et soupira. « Écoute, j'ai une grosse affaire en cours. Ça me prend toute mon énergie. J'ai besoin que tu me fasses confiance, d'accord? Tout ce que je fais, c'est pour cette famille. Un jour, nous vivrons confortablement. Tu verras. » Claire força un autre sourire. Elle se sentait épuisée, bien qu'il ne fût que 8 heures du soir. « Je te fais confiance », réussit-elle à dire, bien que son cœur fût incertain. Quelques minutes plus tard, alors que Claire débarrassait les assiettes du dîner, elle laissa tomber accidentellement une fourchette, qui tomba bruyamment sur le carrelage. Elle la fixa une seconde, sentant à quel point ce petit bruit reflétait le chaos plus vaste de sa vie. Un bouleversement silencieux, un vacarme incessant juste sous la surface. Avant d'aller au lit, Claire vérifia Émilie et Aaron. Ils chuchotaient entre eux dans leur chambre. « Maman ?» dit Émilie, « est-ce que tout va bien entre toi et papa ?» Claire s'agenouilla à côté du lit d'Émilie. « Papa est juste très occupé par son travail, ma chérie. Les choses iront mieux, je te le promets. »« Pourquoi restons-nous si longtemps dans cet appartement ?» demanda Aaron, croisant les bras. « Papa a toujours dit qu'on déménagerait dans une plus grande maison avec un jardin. Ça fait 2 ans. » Claire lissa les cheveux d'Aaron. « Je sais, mon cœur. Nous le ferons, un jour. » Elle les embrassa tous les deux pour leur souhaiter bonne nuit, puis ferma la porte de leur chambre, s'accrochant à l'espoir que peut-être Édouard disait la vérité. Peut-être préparait-il vraiment quelque chose de grand pour leur avenir. Peut-être que Lydia n'était qu'une cliente. Mais la graine du doute persistait. Et cette nuit-là, alors qu'elle se brossait les dents dans la petite salle de bain, fixant son reflet dans le miroir fissuré, elle remarqua les fines rides d'inquiétude gravées autour de ses yeux. Elle n'avait que 35 ans, mais elle se sentait plus âgée. Avec un sentiment de naufrage, elle réalisa que jour après jour, elle perdait l'étincelle qu'elle portait autrefois.
Le sourire usé sur son visage devenait une expression permanente. Elle se rinça la bouche et murmura à son reflet. Je dois être forte. Elle était loin de se douter à quel point sa force serait mise à l'épreuve dans les semaines à venir, et comment la vie qu'elle connaissait était sur le point de s'effondrer d'une manière qu'elle pouvait à peine imaginer. Lydia Sterling était exactement le genre de femme qui s'épanouissait grâce à l'attention et au luxe. Elle avait grandi dans une famille modeste, mais une année de mannequinat réussi dans des magazines locaux lui avait ouvert de nouvelles portes. Elle découvrit des hommes aux poches profondes et au cœur superficiel, prêts à tout lui donner en échange de sa présence. Edward Thornley n'était qu'un homme de plus dans la longue lignée des prétendants, mais Lydia l'appréciait pour son ambition. Il était plus âgé, marié bien que Lydia se soit convaincue que ce n'était pas ses affaires et déterminée à gagner ses faveurs. Elle aimait jouer le rôle de la déesse exigeante, le faisant courir après chacun de ses caprices. Tard un matin, Lydia se prélassait sur une chaise longue en velours dans son appartement de location en hauteur, se vernissant les ongles d'un rouge brillant tandis que la ville scintillait sous sa fenêtre. On frappa à la porte. Entrez, appela-t-elle, sachant déjà que c'était son assistante personnelle de l'agence de mannequins. Son assistante, une jeune femme nommée Camille, entra timidement. Vous avez un casting cet après-midi, et une apparition à l'événement en vogue vendredi. Dit Camille, consultant la liste sur son téléphone. Annule le casting, dit Lydia en soufflant sur ses ongles mouillés. Je ne suis pas d'humeur à auditionner pour une petite marque. Je ne fais que du haut de gamme maintenant. Camille marqua une pause. Mais votre manager a dit. J'ai dit annule-le, répéta Lydia en haussant un sourcil. Camille hocha simplement la tête, tapa une note dans son téléphone et partit tranquillement. Lydia eut un sourire narquois. Elle avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait. Quelques instants plus tard, son téléphone sonna. L'écran affichait le nom d'Edward. Elle décrocha et le salua d'une voix douce et soyeuse. Edward, chéri. Je serai sur le site dans 1 heure, dit Edward. Les constructeurs ont besoin que j'approuve le plan final pour le salon sur le toit. Veux-tu me retrouver là-bas? Lydia roula des yeux, bien qu'elle gardât une voix agréable. Je passerai si j'ai le temps. Mais tu sais Edward. Tu as promis le meilleur de tout. J'espère juste que tu ne vas pas me décevoir quand il sera temps de payer pour ces améliorations. Elle l'entendit soupirer lourdement. Je fais tout ce que je peux, Lydia. Cet appartement va être le joyau de la ville. Tu auras ton propre ascenseur privé, une piscine chauffée sur le balcon et une vue panoramique. Aucune dépense épargnée. Ses lèvres se courbèrent en un sourire satisfait. Bien. Tu ferais mieux de ne pas lésiner sur les moyens. Bien qu'elle ne l'ait pas dit à voix haute, Lydia avait ses propres moyens de vérifier qu'Edward était toujours financièrement stable. Elle posait des questions, s'informait sur ses affaires et laissait entendre qu'elle pouvait s'en aller. Elle aimait le voir se tortiller. 1 heure plus tard, Lydia arriva sur le chantier, portant des lunettes de soleil surdimensionnées, un manteau élégant et des talons hauts qui claquaient sur les sols inachevés. Edward était là avec l'architecte, discutant des finitions. Bonjour, messieurs, salua Lydia en offrant un sourire éblouissant. L'architecte, un homme d'âge mûr nommé Monsieur Tchong, s'inclina poliment. Edward passa doucement son bras autour de la taille de Lydia. Lydia, voici Monsieur Tchong, dit Edward. Il supervise les plans finaux du Penthouse. Je suis ravi, répondit Lydia en lui tendant la main. Maintenant, montrez-moi ce que vous avez jusqu'à présent. Ils se déplacèrent à travers le squelette du Penthouse, enjambant les matériaux de construction et les échafaudages. Monsieur Tchong désigna les grandes fenêtres, les comptoirs en granit de la cuisine à air ouverte et l'espace pour un lustre sur mesure dans le hall d'entrée. L'expression de Lydia resta neutre, même si elle constatait à quel point tout était extravagant. C'est bien, dit-elle finalement en s'appuyant contre une balustrade alors qu'il contemplait la ligne d'horizon de la ville. Mais je le veux parfait. Edward. C'est que je ne me contenterai pas de moins. Monsieur Tchong échangea un rapide regard avec Edward. Puis, s'éclaircissant la gorge, il s'adressa à Lydia. Madame, le budget pour les sols en marbre, les robinets plaqués or et la cave à vin climatisée a dépassé les prévisions initiales. Nous avons besoin d'une confirmation claire avant de continuer. Edward se raidit. Il était parfaitement conscient de la façon dont les coups grimpaient en flèche. Mais les yeux brillants de Lydia se tournèrent vers lui. Il n'avait pas le choix. Oui, dit-il. Approuvez tout.
Lydia hocha la tête d'un air satisfait. Monsieur Tchong prit quelques notes sur son porte-bloc. Alors qu'il continuait à visiter l'espace, Lydia resta collée à Édouard. Quand Monsieur Tchong s'éloigna pour parler à un entrepreneur, elle se tourna vers Édouard, sa voix basse et douce. « Tu vas faire tout ce qu'il faut pour finir ça, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle en faisant glisser ses doigts le long du revers de sa veste de costume. Édouard déglutit. « Bien sûr, dit-il, bien qu'une pointe d'inquiétude traversât ses traits. J'ai juste été sous beaucoup de stress. » Elle se pencha, déposant un léger baiser sur sa joue. « Je peux imaginer. Mais tu es un grand garçon. Tu vas trouver une solution. » Pendant un instant, Édouard sembla sur le point de se confier, peut-être sur les dettes qui s'accumulaient, l'arrangement compliqué à la maison, ou la tension qu'il ressentait chaque soir en rentrant auprès de Claire et de leurs enfants. Mais le téléphone de Lydia sonna de nouveau, et elle s'éloigna, décrochant d'un geste langoureux de la main. « Oui, Camille, qu'est-ce qu'il y a ?» dit Lydia, ignorant brusquement Édouard. Après avoir écouté quelques secondes, elle fronça les sourcils. « Bien, j'arrive tout de suite. » Elle raccrocha et se tourna vers Édouard. « Mon manager a besoin de moi à l'agence. Je dois y aller. » Elle remit ses lunettes de soleil. « Rappelle-toi, pas de coin coupé. Sinon, notre accord est rompu. » Avant qu'Édouard ne puisse répondre, elle se dirigea vers l'ascenseur. Il la regarda partir, expirant lourdement. Monsieur Tchong le rejoignit. « Vous êtes sûr pour ces changements ?» demanda doucement l'architecte. « Ils coûteront 30 à 40% de plus que ce que nous avions initialement convenu. » Édouard hocha la tête, forçant un sourire tremblant. « Oui, dit-il d'une voix rauque. Faites-le. » Mais à l'intérieur, ses pensées s'emballaient. Il pensait aux agrandissements, aux factures qui s'accumulaient, à l'argent du silence pour Lydia et aux dépenses mensuelles de sa famille. Il pensait aux lignes de crédit presque vides. « Je vais trouver une solution », marmonna-t-il en serrant les poings. Quittant le site, Édouard monta dans sa voiture de luxe noire. Il fixa le volant pendant un long moment, la poitrine serrée par l'angoisse. En conduisant, il ressentit une vive pointe de culpabilité. Il venait d'approuver des milliers de dollars de dépenses supplémentaires pour l'appartement de rêve de Lydia. Pourtant, ses enfants luttaient dans cette petite location délabrée sans aucun soulagement en vue. Il se disait qu'une fois l'appartement de Lydia terminé, il pourrait trouver un moyen de jongler. La montée d'excitation et le frisson de vivre dangereusement étouffaient presque sa honte. Mais seulement presque. Cette nuit-là, il ne reverrait pas Lydia. Elle était occupée à un dîner de prestige. Alors Édouard rentra chez Claire et les enfants. La différence entre le somptueux Penthouse en construction et les murs tachés du logement exigu de sa famille le frappa plus durement que d'habitude. Il entra, remarquant que la lumière du salon vacillait. Une légère odeur de moisi persistait près de la salle de bain. Claire était de nouveau dans la cuisine, préparant une soupe avec des restes de légumes. Émilie et Aaron étaient penchés sur la table, terminant un devoir de mathématiques. « Comment s'est passée ta journée, chérie ?» demanda Claire, esquissant un doux sourire. « Bien, » dit Édouard sèchement en desserrant sa cravate. Il passa devant elle, s'installant sur le canapé. Les enfants se précipitèrent, chacun essayant de réclamer une place à côté de lui. Il tapota doucement la tête d'Aaron et adressa un léger sourire à Émilie, mais son esprit retourna aux Penthouses, aux exigences de Lydia, aux prix exorbitants. Claire le regarda, remarquant le regard lointain dans ses yeux. Elle voulait lui poser des questions sur Lydia, forcer une conversation sur tous les changements suspects. Mais son courage lui manqua. Une profonde solitude s'insinua dans son cœur. Dans un coin de son esprit, elle se demandait, combien de temps Édouard pourra-t-il continuer à jongler avec ses secrets sans que tout ne s'effondre? Au cours des semaines suivantes, les inquiétudes de Claire s'intensifièrent. Les factures s'empilaient dans une petite boîte en bois sur le dessus du réfrigérateur. Loyer, électricité, eau, et une nouvelle vague de dépenses médicales après qu'Émilie eut attrapé un mauvais rhume. Claire soupirait chaque fois qu'elle ouvrait cette boîte, organisant soigneusement les enveloppes et remarquant celles qui étaient en retard. Par un matin frisquet, alors que les enfants partaient à l'école, Claire boutonna son pull usé et attrapa une liste de courses. Elle n'avait assez d'argent que pour les produits de base lait, pain, quelques fruits et un peu de poulet s'il était en promotion. En marchant vers l'épicerie,
elle ne pouvait s'empêcher de comparer sa situation au rêve qu'elle avait autrefois de posséder une maison confortable avec une clôture blanche et un jardin où Émilie et Aaron pourraient courir. Maintenant, elle se contentait de produits proches de la date d'expiration pour économiser quelques centimes. En poussant son chariot dans les allées, Claire tomba sur son amie, Marissa, qui s'était mariée à peu près en même temps qu'elle. Les cheveux de Marissa étaient soigneusement coiffés, et elle portait un manteau qui semblait plus cher que tout ce que Claire pouvait se permettre. « Claire » s'exclama Marissa en lui faisant un câlin amical. « Tu m'as manqué. On ne se voit plus jamais. » Claire sourit poliment, se sentant gênée par son pull élimé. « J'ai été occupée avec les enfants. » Marissa hocha la tête, examinant le chariot presque vide de Claire. « Comment allez-vous, toi et Édouard » Claire déglutit, essayant de maintenir une expression joyeuse. « Nous allons bien, mentit-elle. Édouard travaille sur un gros projet, donc il est très occupé. » « Je vois. » Marissa la regarda avec bienveillance. « Eh bien, peut-être qu'on pourrait se retrouver pour un café un de ces jours. »« C'est moi qui invite. » Claire hésita, puis hocha la tête. « Ce serait bien. » Elles échangèrent à nouveau leur numéro de téléphone, et Marissa s'éloigna, son chariot rempli de produits frais et de snacks bio. Claire ressentit une pointe d'envie mais la refoula rapidement. Elle continua ses courses, choisissant un paquet de blancs de poulet à prix réduit et vérifiant 2 fois le coût total dans sa tête. Chaque centime comptait maintenant. Quand Claire revint, elle trouva Édouard debout dans le salon, tripotant des papiers. Il était inhabituel pour lui d'être à la maison à midi. La tension dans sa posture le trahissait. Il était contrarié. « Tout va bien ?» demanda doucement Claire en posant les sacs de courses sur le comptoir de la cuisine. Il agita la main avec dédain. « Problème de travail. La banque me fait des histoires pour un prêt dont j'avais besoin. » Elle fronça les sourcils. « Quel prêt ? » C'est compliqué Claire, lâcha-t-il en rassemblant ses papiers. « Juste un truc à court terme pour l'entreprise. » Elle étudia son visage. Il avait l'air épuisé, pâle. « Si c'est un truc professionnel à court terme, alors pourquoi es-tu si contrarié ?» Édouard la foudroya du regard. « Dois-tu remettre en question tout ce que je fais ? Je suis sous pression. J'essaie de gagner notre vie. » La voix de Claire tremblait. « Je veux juste comprendre. » Pendant un instant, Édouard eut l'air de vouloir se confier à elle. Ses épaules s'affaissèrent. Mais alors son téléphone sonna. Il l'attrapa, lut un message, et sa mâchoire se serra, fourrant les papiers dans sa mallette. Il se dirigea vers la porte sans un autre mot. « Édouard !» Claire l'appela, mais il était déjà parti. La porte claqua, laissant un écho creux. Elle s'affaissa sur le canapé, sentant les larmes lui monter aux yeux. Les enfants ne rentreraient pas avant quelques heures, et elle se sentit soudain très seule dans l'appartement silencieux. Il n'y avait personne avec qui partager sa confusion ou sa peur. Même sa mère, qui vivait à 2 états de distance, savait seulement que les choses étaient difficiles pour eux. Claire n'avait jamais admis toute l'étendue de ses difficultés. Plus tard, quand Émilie et Aaron revinrent de l'école, Claire essaya de sauver la journée. Elle aida Émilie avec un projet d'histoire et interrogea Aaron sur les tables de multiplication. Pour détendre l'atmosphère, elle mit de la musique pendant qu'elle cuisait une petite fournée de biscuits faits maison. Les enfants rirent, appréciant les douceurs malgré les ingrédients limités. « Maman, on peut aller au parc ce week-end » demanda Aaron, des miettes sur les lèvres. Claire offrit un doux sourire. « Bien sûr, s'il fait beau. » Émilie frappa dans ses mains. « On peut inviter papa aussi ?» À cette question, le visage de Claire se décomposa. Elle essaya de garder une voix égale. « Papa est très occupé, ma chérie. Mais je lui demanderai. » Un moment de silence suivit avant qu'Émilie ne reprenne la parole. « Maman, j'ai l'impression que papa ne veut plus être ici. Est-ce qu'il nous déteste ?» Les yeux de Claire se remplirent de larmes. Elle se précipita aux côtés d'Émilie et la serra dans ses bras. « Ne dis jamais ça. Ton père vous aime tous les deux énormément. Il est juste. Il a beaucoup de choses en tête. » Même en le disant, elle se demandait si c'était entièrement vrai. Claire resta éveillée à attendre Édouard. Mais minuit arriva et passa sans aucun signe de lui. Vers 1 heure du matin, elle entendit le grondement distinct de sa voiture entrant dans le parking de l'immeuble. Il entra en titubant, l'air épuisé.
Elle sentit une trace de parfum cher sur sa veste. Édouard, commença-t-elle doucement. Nous devons parler. Pas maintenant. Grogna-t-il en passant devant elle pour aller dans la chambre. Je suis épuisé. Elle resta là, dans le salon faiblement éclairé, les bras croisés sur la poitrine. Le lendemain, elle trouverait une minuscule paillette égarée sur sa veste, quelque chose qui ne venait certainement pas d'elle ou des vêtements des enfants. Mais pour le moment, elle se sentait simplement éclipsée par son silence. Dans la chambre, Édouard s'effondra sur le lit, enfouissant son visage dans un oreiller. Sous sa frustration, une vague de culpabilité le tiraillait. Il se souvint de la dispute précédente avec le directeur de la banque, qui avait refusé une extension de sa ligne de crédit. Il se souvint du dernier SMS de Lydia, exigeant plus d'argent. Il savait que Claire était à bout de nerfs, essayant de faire fonctionner le ménage. Il jonglait avec trop de mensonges, et au fond de lui, il sentait une étincelle de panique à l'idée que tout pourrait bientôt s'effondrer. Pourtant, il refusait d'arrêter. Il se disait que s'il arrivait juste à finir ce pantouse, Lydia serait satisfaite, et il pourrait trouver un moyen d'arranger les choses avec Claire. Il se convainquit que ce n'était que temporaire. Devant la fenêtre de leur appartement, les lumières de la ville scintillaient. La vie continuait en bas. Voiture, musique, voix dans la nuit. À l'intérieur, Claire s'appuya contre la porte fermée de la chambre, les larmes coulant sur ses joues. De l'autre côté, Édouard gisait éveillé dans son lit, le cœur battant de regrets silencieux. Leurs 2 enfants dormaient dans une chambre séparée, inconscients de la guerre silencieuse qui se livrait chez eux. Ils formaient une famille luttant sous le poids des secrets, une épouse se battant pour garder l'espoir vivant, des enfants aspirant à l'amour de leur père, et un mari se noyant dans la tromperie et la ruine financière. Aucun d'eux ne réalisait à quel point le conflit allait devenir plus intense, ni à quel point la confrontation finale arriverait bientôt, déchirant le voile de la double vie d'Édouard. Les semaines se transformèrent en mois. La tromperie d'Édouard devint plus difficile à maintenir, et des fissures commencèrent à apparaître dans l'histoire élaborée qu'il avait tissée au travail, à la maison et avec Lydia. Le patron d'Édouard, M. Howard, était un homme perspicace qui avait bâti l'entreprise à partir de rien. Il remarqua que les performances d'Édouard baissaient. « Vous avez été en retard aux réunions », dit M. Howard un après-midi, faisant signe à Édouard d'entrer dans son bureau d'angle. « Vous n'avez conclu aucune affaire majeure depuis des semaines. Que se passe-t-il » Édouard força un sourire confiant. « J'ai quelques problèmes personnels, monsieur, mais je les gère. Je promets de rattraper le coup. M. Howard fronça les sourcils. Nous avons tous des problèmes personnels. Si vous ne pouvez pas les séparer de votre travail, il y aura un problème. Nous avons besoin de résultats. Édouard déglutit. Oui, monsieur. Je vais arranger ça. Mais en quittant le bureau, tout ce à quoi il pouvait penser était l'appel téléphonique qu'il avait reçu ce matin-là de Lydia, lui demandant de faire un paiement à son architecte d'intérieur. En se traînant jusqu'à son bureau, il remarqua des collègues échanger des regards, chuchotant à voix basse. Des rumeurs se propageaient, certains disaient qu'Édouard était au bord du désastre financier, d'autres suggéraient qu'il avait un problème de jeu. En vérité, la fuite d'argent allait principalement vers Lydia et le Pantouse, qui n'était toujours pas terminé en raison d'innombrables améliorations de conception. Les coûts montèrent en flèche, et la facture finale de l'entreprise de construction se profilait, menaçante. Édouard essaya de jongler avec les paiements, mais ses cartes de crédit étaient au maximum, et la banque menaçait de geler certains comptes. Quand Édouard arriva sur le site plus tard dans la journée, il trouva Lydia arpentant avec colère les sols en marbre à moitié finis, tandis que M. Tchong se tenait à l'écart, visiblement mal à l'aise. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» claqua Lydia, pointant un endroit où les carreaux de marbre ne correspondaient pas parfaitement en couleur. « Je t'ai dit que tout devait être impeccable. Je ne tolérerai pas un travail de seconde zone. » Le visage d'Édouard devint rouge. « Calme-toi. Lydia. On peut arranger ça. » Elle laissa échapper un rire moqueur. « L'arranger ? Édouard, je t'ai dit 1000 fois que je n'accepte que la perfection. Si tu ne peux pas gérer ça, peut-être que je devrais trouver quelqu'un qui le peut. » Monsieur Tchong s'éclaircit diplomatiquement la gorge. « Madame Sterling, nous pouvons commander à nouveau les bons carreaux, mais cela prendra encore 3 semaines et un coût supplémentaire pour la coupe sur mesure. Êtes-vous sûr de vouloir continuer ? » Bien sûr, dit Lydia en croisant les bras.
Je ne vais pas vivre dans un endroit avec des sols dépareillés. La tête d'Édouard battait la chamade. Un autre retard. Plus de dépenses. Bien, dit-il les dents serrées. Faites ce qu'elle veut. Il était conscient que, malgré toutes ses tentatives pour paraître confiant, les hommes sur le chantier chuchotaient qu'Édouard était peut-être dépassé. Les appels de la banque et les demandes répétées de plus d'argent étaient devenus de notoriété publique parmi les entrepreneurs. Pendant ce temps, Claire récupéra le courrier un après-midi, pour y trouver un avis du propriétaire concernant l'augmentation du loyer. Elle n'avait aucune idée de comment ils allaient le couvrir, surtout avec les coupes soudaines d'Édouard dans les dépenses du ménage. Elle ressentit une pointe de colère contre Édouard pour son attitude distante et secrète. Elle essaya de l'appeler sur son portable, mais tomba directement sur la messagerie vocale. Elle lui envoya un SMS, « Nous devons parler du loyer. Il l'augmente encore. S'il te plaît, appelle-moi. » Aucune réponse ne vint. Quand les enfants rentrèrent à la maison, Émilie pleurait. « Maman, on s'est moqué de moi à l'école aujourd'hui. Ils ont dit qu'on est pauvre et qu'on vit dans un immeuble délabré. » Le cœur de Claire se serra. Elle n'avait pas de mots réconfortants au-delà d'un doux câlin et d'une promesse qu'un jour ils trouveraient un meilleur endroit. Aaron les regarda tous les deux, les bras étroitement croisés sur sa poitrine. Il avait l'air en colère. « Pourquoi papa ne peut-il pas nous aider à déménager ?» demanda-t-il. « Il nous a promis qu'on aurait une vraie maison. » Claire força un sourire. « Ton père essaie, mentit-elle. Il est très occupé. » Cette nuit-là, Claire décida qu'elle ne pouvait plus rester passive. Après le retour d'Édouard vers 22h, elle l'attendit dans le salon. « Tu es encore debout ?» demanda-t-il, l'air irrité. Elle hocha la tête. « Oui, nous devons parler. Le propriétaire augmente encore le loyer. Nous ne pouvons pas nous permettre de rester ici à moins de trouver plus d'argent. » Édouard fixa le sol. « Je vais trouver une solution. » « Trouver une solution ?» répéta Claire, la voix tremblante. « Nos enfants souffrent ici. » Émilie est rentrée en pleurant parce que ses camarades de classe se sont moqués d'elle. « Nous avons besoin de plus d'espace, de meilleures conditions. Cet endroit tombe en ruine. » La mâchoire d'Édouard se crispa. « Tu crois que je ne le sais pas ?» claqua-t-il. « J'ai assez de pression au travail. Et cette Lydia dont tu as parlé avant? Tu as dit que c'était juste une cliente. Mais j'ai l'impression qu'il y a plus. » Les yeux d'Édouard brillèrent de panique. « Claire, laisse tomber. Je ne discute pas de mes contacts professionnels avec toi. » Elle ne recula pas, « Tu pars à toute heure. Tu rentres avec des odeurs de parfum cher sur tes vêtements. Tu me mens sur tes allées et venues. Je ne suis pas idiote. » Ils restèrent là, la tension palpable dans le petit salon. Édouard passa une main dans ses cheveux. Pendant un instant, Claire crut qu'il allait craquer et tout lui dire. Au lieu de cela, il ricana. « Tu sais quoi ?» dit-il en secouant la tête. « Je n'ai pas besoin de ça maintenant. » Puis il entra en trombe dans la chambre, claquant la porte. Claire s'affaissa sur le canapé, les larmes coulant sur ses joues. Elle ne s'était jamais sentie aussi impuissante tout seule. Le lendemain, elle décida d'aller chercher Édouard au travail par surprise, espérant peut-être qu'il pourrait parler pendant le trajet du retour. Arrivée à l'immeuble de bureau, elle se gara à l'extérieur et attendit. 15 minutes plus tard, elle vit Édouard sortir avec un groupe de collègues. L'une d'elles, une femme nommée Janice, regarda la vieille voiture de Claire au loin et chuchota quelque chose à l'homme qui se tenait à côté d'elle. L'homme eut un sourire narquois, et Janice fronça les sourcils avec sympathie. L'estomac de Claire se noua. Elle réalisa que les gens du bureau d'Édouard en savaient peut-être plus qu'elle. Pourrait-il être au courant pour Lydia? Parlait-il de la façon dont Édouard dépensait de l'argent pour autre chose que sa famille? Elle se sentit humiliée, les imaginant la plaindre ou même rire dans son dos. Quand Édouard monta dans la voiture, il parut surpris de la voir au volant. « Claire. Qu'est-ce que tu es ?» Faire suggérant que la propriété était effectivement en vente discrète, quelque chose que les propriétaires géraient tranquillement, probablement pour éviter un cirque médiatique qui pourrait faire fuir les clients potentiels. Ses yeux brillèrent de détermination alors qu'elle composait le numéro d'un détective privé, un contact qu'elle avait trouvé par l'intermédiaire d'un ami. Lorsque l'appel fut connecté, elle parla doucement, « Bonjour. J'ai besoin d'informations discrètes sur une transaction immobilière.
Le coût n'est pas un problème, mais la confidentialité est essentielle. Quelques minutes plus tard, elle reçut la confirmation que les propriétaires actuels pourraient accepter une offre si elle était suffisamment importante et assortie d'une anonymat garantie. Naya ne s'y a pas. Elle envoya rapidement un email à son avocat, Martin Lowe, un ami de confiance de la famille qui gérait son héritage depuis ses 20 ans. L'objet était « Demande d'acquisition confidentielle, Riviera Grand Hôtel ». En quelques heures, Martin répondit, demandant une réunion. Naya pouvait sentir sa surprise. Elle n'était pas connue pour ses transactions commerciales impulsives, mais le désespoir et le chagrin avaient accéléré les choses. En fin d'après-midi, ils étaient en visioconférence. Martin la regarda par-dessus le bord de ses lunettes. « Naya, je suis heureux de vous représenter, mais c'est assez soudain. » « Êtes-vous sûr de cela ?» Elle garda une expression calme, bien que son pouls s'accéléra. « J'en suis certaine. Nous allons créer une fiducie. Gardez mon nom hors de tout document public. Je veux acheter cet hôtel discrètement. » Il prit des notes. « Oui, c'est possible. Cela nécessitera une part substantielle de votre héritage. C'est une démarche risquée si vous ne prévoyez pas une approche commerciale typique. » Naya inspira. « Je suis prête à prendre le risque financier. » « Faites-le simplement, Martin. Je vous expliquerai davantage plus tard, mais pour l'instant, gardons les détails strictement entre nous. » Martin étudia son visage, l'inquiétude se lisant sur son front. Mais voyant sa résolution inébranlable, il hocha la tête. « Très bien, Naya. Je contacterai discrètement les vendeurs. Nous procéderons sous le nom de la fiducie. Attendez-vous à recevoir des documents bientôt. » Mettant fin à l'appel, elle se pencha en arrière dans son fauteuil. Un tourbillon d'émotions l'envahit. Peur, anticipation, détermination. Acheter un hôtel de luxe n'était pas quelque chose qu'elle avait jamais rêvé de faire, surtout dans ces circonstances. Mais si cela lui permettait de reprendre son pouvoir et d'exposer la trahison de Calvin d'une manière grandiose et inoubliable, cela vaudrait chaque centime. Elle ferma les yeux, joignant les mains. « Je ne serai pas la victime, murmura-t-elle. Si Calvin veut un spectacle, je lui donnerai le plus grand spectacle de sa vie. » Une semaine plus tard, Naya sortit d'une élégante voiture avec chauffeur devant un cabinet d'avocats anonyme. Vêtue d'une robe noire simple mais sophistiquée, elle serrait un portefeuille en cuir sous un bras. Martin l'accueillit à la porte avec un signe de tête respectueux. Il la conduisit dans une salle de conférence privée où attendaient 2 hauts représentants des propriétaires du Riviera Grand Hôtel. Ils sourirent tous poliment, échangeant quelques banalités avant d'entrer dans le vif du sujet. L'un des représentants, un homme à la voix douce nommé Monsieur Callaway, s'éclaircit la gorge. « Nous apprécions votre désir de garder cette transaction privée. Nos clients ont des intentions similaires. Ils souhaitent prendre leur retraite discrètement, avec un minimum de tracas. » Naya hocha la tête, son expression froide. « C'est exactement ce que je veux. Je préférerais que le personnel de l'hôtel ne soit pas informé d'un changement de propriétaire immédiatement. Nous pouvons finaliser la transition par étapes. » La deuxième représentante, Madame Fontaine, accepta volontiers. « Bien sûr. Nos clients proposent un prix équitable, mais ils veulent s'assurer que l'acheteur est sérieux et financièrement capable. Nous avons examiné les documents fournis par Monsieur Lowe. Tout semble en ordre. » Martin fit glisser un dossier sur la table. « Voici notre offre formelle, ainsi qu'une preuve de fonds. La fiducie est bien capitalisée, grâce aux actifs de Madame Brox et à un financement supplémentaire si nécessaire. » Naya garda son sang-froid, essayant de ne pas laisser paraître sa nervosité. « Je suis vraiment en train de le faire, » pensa-t-elle. Elle était sur le point d'acheter un hôtel entier en secret. Un mélange d'anxiété et d'excitation lui tordait les entrailles, mais elle canalisa son chagrin en une détermination d'acier. Calvin n'avait aucune idée jusqu'où elle était prête à aller. Après avoir examiné les documents, Monsieur Callaway hocha la tête avec satisfaction. « Tout cela semble en ordre. Nos clients voudront une petite fenêtre pour une vérification préalable, mais si tout se passe bien, nous pouvons conclure en quelques semaines. » Un léger sourire se dessina sur les lèvres de Naya. « Ce délai est acceptable. J'ai hâte de travailler avec vous. » Des poignées de main furent échangées, et en moins d'une heure, la réunion se termina. En sortant, Martin lui tapota l'épaule. « Vous avez géré ça comme une pro. Êtes-vous sûr que ça va ?
Je vais bien, répondit-elle, bien que son cœur battît la chamade. Juste, gardons tout strictement confidentiel jusqu'à ce que l'affaire soit conclue. Il hocha la tête. Vous avez ma parole, Naya. Dehors, elle inspira l'air frais du soir. Les lumières de la ville scintillaient et la circulation passait, inconsciente de son geste monumental. Personne en la regardant n'aurait deviné qu'elle était sur le point de faire un coup de maître audacieux, motivé par le chagrin mais alimenté par la résilience. Elle se glissa dans la voiture avec chauffeur qui l'attendait et soupira. Bientôt, elle pourrait posséder le Riviera Grand Hotel, et les plans soigneusement élaborés par Calvin pour son week-end romantique joueraient directement en sa faveur. De retour chez elle quelques jours plus tard, Naya était sur son ordinateur portable, examinant discrètement les documents de vente finaux pour la fiducie de l'hôtel. Martin avait envoyé un message, disant que les vendeurs étaient satisfaits et allaient de l'avant. Tout semblait s'aligner pour une clôture prochaine. Soudain, une série d'alertes bancaires firent sonner son téléphone. Elle fronça les sourcils. Il était plus de minuit, et les notifications indiquaient des retraits substantiels d'un compte joint auquel elle avait autrefois permis à Calvin d'accéder. Elle avait presque oublié l'existence de ce compte, car il contenait ses économies personnelles. De l'argent qu'elle avait mis de côté pour les urgences. Retrait chez Jewel et compagnie Luxury Jeweler. 15 000 $. Encore 7 500 $. Elle serra la mâchoire. Ce salaud, siffla-t-elle à voix basse. Il utilisait son argent, ou du moins en partie, pour acheter une bague de fiançailles à Ivy. Une vague de colère la traversa, mais elle refusa de se laisser abattre. Au lieu de cela, elle fit calmement des captures d'écran des transactions, les conservant comme preuve. Naya attendit, et bien sûr, vers 2 heures du matin, Calvin entra sur la pointe des pieds dans la maison, verrouillant soigneusement la porte derrière lui. Elle l'entendit froisser des sacs en plastique dans le couloir. Elle jeta un coup d'œil, apercevant un petit sac de bijouterie dans sa main. Sa poitrine se serra, mais elle se retira avant qu'il ne puisse la remarquer. Il achète une bague avec mes fonds. La trahison lui parut encore plus esséurante. Cela aurait pu provoquer une confrontation immédiate pour beaucoup de gens, mais Naya se retint. Elle refusa de lui donner le moindre indice qu'elle savait ce qui se passait. Laisse-le creuser ce trou plus profond, pensa-t-elle. Il regrettera de m'avoir sous-estimé. Elle retourna à son bureau, vérifiant les emails concernant la vente de l'hôtel. Elle ne pouvait pas laisser une montée de colère faire dérailler sa planification méticuleuse. La meilleure vengeance était de rester calme, de continuer et d'attendre que toutes les pièces soient en place. Cette bague en diamant deviendrait bientôt une note de bas de page ironique dans un scandale bien plus grand. Avant de se coucher, elle envoya un SMS à Martin pour transférer le reste de son héritage sur un compte en fiducie mieux protégé. Elle refusait de laisser Calvin siphonner un centime de plus. Dans l'obscurité silencieuse, elle resta éveillée, son esprit tourbillonnant de stratégie et de chagrin à parts égales. Pendant ce temps, Ivy Marshall, la maîtresse de Calvin, se prélassait dans sa confiance grandissante. Elle n'avait aucune idée de l'existence de Naya au-delà des vagues références de Calvin à une épouse difficile dont il prévoyait de divorcer. Ivy croyait qu'elle était sur le point de devenir la prochaine Madame quelque chose, ce dont elle se vantait auprès de son cercle d'amis dans un salon chic un soir. Elle sirotait un martini en se penchant en avant, brillant d'excitation. « Mesdames, je ne peux pas encore révéler tous les détails, mais j'ai le sentiment que Calvin va bientôt me demander en mariage. C'est un poids lourd dans le monde des affaires, et il a pris l'habitude de m'appeler sa muse. » Ses yeux pétillaient de la vanité de quelqu'un qui se croyait imparable. Une de ses amies, Léa, haussa un sourcil. « Tu es sûr qu'il est sérieux ? J'ai entendu des rumeurs selon lesquelles il serait marié. » Ivy ricana. « Ce ne sont que des commérages. Il m'a dit qu'il était pratiquement séparé, qu'il attendait juste les papiers. De plus, il a réservé le Riviera Grand pour un week-end spécial. Quelque chose d'énorme se prépare. » Une autre amie, Misha, se pencha. « Ma belle, si c'est vrai, tu as décroché le jackpot. Le Riviera Grand, c'est là que les célébrités se fiancent. Ça va être épique. » Ivy afficha un sourire suffisant. Elle avait déjà publié des mises à jour énigmatiques sur les réseaux sociaux, parlant d'un homme mystérieux et d'une grosse surprise à l'horizon. Toute cette attention la ravissait, et elle rêvait du jour où elle deviendrait Madame Ivy Reed, portant la bague en diamant étincelante qu'elle supposait déjà se trouver dans le coffre-fort de Calvin.
Ivy était loin de se douter que la véritable épouse, Nya Brox, préparait une surprise bien plus grande. La future nouvelle propriétaire du Riviera Grand Hotel observait et attendait le moment parfait pour frapper. 2 semaines plus tard, Nya visita le Riviera Grand Hotel sous les traits d'une cliente exigeante souhaitant voir les espaces événementiels de la propriété. Accompagnée de Martin, elle s'habilla avec suffisamment d'élégance pour ne pas attirer les soupçons, mais de manière assez méconnaissable pour que personne ne la relie à l'épouse de Calvin Reed. Elle se présenta simplement comme « Madame B », un surnom qu'elle demanda au personnel d'utiliser lors de sa visite programmée. Le hall d'entrée lui coupa le souffle. Des sols en marbre poli brillaient sous des lustres éclatants, et des baies vitrées laissaient entrer la lumière naturelle, encadrant une vue imprenable sur l'océan. Un sentiment de grandeur enveloppait l'espace, et Nya imagina son potentiel futur. Un membre du personnel souriant nommé Rhea la guida à travers les couloirs, les salles de bal et la célèbre Crown Suite. « Voici notre suite Pantou signature », expliqua Rhea. Elle offre des vues panoramiques, une terrasse privée et un piano à queue. De nombreux clients choisissent cette suite pour des demandes en mariage spécial ou des célébrations marquantes. Nya regarda autour d'elle, imaginant Calvin conduisant Ivy à travers ses pièces. Cela lui retourna l'estomac, mais elle força un sourire poli. « C'est charmant », remarqua-t-elle. « J'apprécie l'exclusivité. » Ils passèrent devant le directeur de l'hôtel, un homme digne aux cheveux argentés et au comportement calme. Rhea le présenta. « Madame B, voici Monsieur Winters, notre directeur général. » Monsieur Winters s'inclina avec courtoisie. « C'est un plaisir de vous rencontrer, Madame B. Je crois comprendre que vous êtes très intéressée par notre propriété. N'hésitez pas si vous avez besoin de quoi que ce soit. » Derrière son calme apparent, l'esprit de Nya s'emballait. « Bientôt, Monsieur Winters. Vous saurez qui tient vraiment les rênes. » Mais extérieurement, elle hocha simplement la tête, dégageant une confiance froide qui masquait ses émotions tumultueuses. Pendant le reste de la visite, elle prit mentalement des notes sur les points à améliorer. De nouveaux draps, une technologie mise à jour, peut-être un menu plus raffiné. Bien que sa motivation fût initialement ancrée dans la justice personnelle, elle se découvrit de plus en plus enthousiaste quant à l'avenir de l'hôtel. Elle voulait l'élever, en faire un lieu qui représente sa force et sa vision. Quelque chose qui lui appartienne en propre, et à personne d'autre. À la fin de la visite, Monsieur Winters la raccompagna jusqu'au hall. « Nous nous réjouissons de votre future clientèle, Madame B, dit-il poliment. Nya croisa son regard. « Merci, Monsieur Winters. J'ai de grands projets pour cet endroit. Je vous recontacterai. » Elle quitta l'hôtel le cœur battant, à moitié émerveillée par l'ampleur de son plan et à moitié dans l'attente du jour où elle révélerait sa véritable identité. La reine cachée était prête à réclamer son trône. L'affaire fut conclue sans accroc dans les semaines suivantes. Fidèles à leur accord, les propriétaires d'origine conservèrent l'autorité publique pendant une courte période de transition. Cependant, en coulisses, Nya Brox, par le biais de sa fiducie anonyme, devint la propriétaire incontestée du Riviera Grand Hotel. Elle effectua plusieurs visites clandestines, se présentant à chaque fois au personnel comme Madame B, la nouvelle investisseuse silencieuse. Monsieur Winters et une poignée de cadres supérieurs furent discrètement informés du changement de propriétaire mais jurèrent confidentialité. Des papiers furent signés, des comptes furent transférés, et Nya avait désormais le pouvoir de rebaptiser et de façonner l'avenir de l'hôtel. Elle se mit rapidement au travail pour mettre en œuvre des changements modestes mais efficaces. Du linge de luxe avec un nombre de fils plus élevé, des huiles essentielles aromatiques diffusées dans le hall, un nouveau menu de saison au restaurant axé sur les ingrédients locaux. Le personnel fut initialement perplexe mais ravi des améliorations. Nya n'étala jamais son autorité. Elle demandait simplement des améliorations avec une clarté polie mais ferme. « Veuillez veiller à ce que nos clients vivent un confort incomparable dans la ville », disait-elle, la voix calme mais résolue. « Si nous les faisons se sentir choyés, ils reviendront encore et encore. » Alors que l'hôtel se transformait discrètement, Nya ressentit un regain de détermination. Elle n'était plus l'épouse solitaire attendant des miettes d'attention. Elle était l'orchestratrice d'un grand dessein, une reine silencieuse supervisant son royaume. À la maison, Calvin restait inconscient, trop absorbé par sa double vie avec Ivy. Son comportement envers Nya était devenu plus mécanique, presque comme s'il cochait une case intitulée « Devoir conjugal ». Mais Nya ne laissait plus sa froideur la consumer. Elle avait son propre monde maintenant,
un monde où elle menait la danse, où son chagrin devenait un catalyseur d'émancipation. Une nuit, Naya se tenait sur la terrasse du toit du Riviera Grand, admirant l'océan éclairé par la lune. Les douces vagues scintillaient sous la lueur de la lune, et une légère brise agitait ses cheveux. Elle réfléchit à la rapidité avec laquelle sa vie avait changé. Malgré la douleur infligée par Calvin, elle ressentait une détermination inébranlable à forger quelque chose de beau à partir des décombres. Elle sourit au ciel nocturne, déclarant silencieusement « ce n'est que le début ». Quelques semaines plus tard, Calvin s'enferma dans son bureau à domicile, où il croyait avoir une totale intimité, et passa plusieurs appels au Riviera Grand, finalisant les détails de son week-end romantique. Pendant ce temps, Naya se tenait de l'autre côté de la porte, écoutant avec un mélange de chagrin et de satisfaction. Elle l'entendit confirmer les réservations pour la Crown Suite. « Oui, c'est exact, dit Calvin. Service complet de champagne, pétales de rose, la totale. Je veux que ce soit l'expérience de demande en mariage la plus inoubliable pour Ivy. » Il marqua une pause, riant doucement. « Oh, j'enverrai aussi quelques-unes de ses amies proches. Gardons ça secret, une grande révélation dans la grande salle de bal après le dîner. » Naya se mordit la lèvre pour ne pas suffoquer. Le culot de cet homme, pensa-t-elle. Demander sa maîtresse en mariage en public alors qu'il est encore marié. Elle se rappela de rester calme. Chaque détail qu'il planifiait ne ferait que rendre sa chute plus spectaculaire. Calvin termina l'appel, apparemment satisfait de lui. Il sortit du bureau et faillit la heurter. « Naya, dit-il surpris. Je ne t'avais pas vu là. » Feignant l'indifférence, elle s'écarta. « Ce n'est rien. Tu es occupé, je suppose. » Il hocha la tête, ajustant son col. « Oui, un appel professionnel important. Écoute, je dois voyager ce week-end, pour affaires. Je voulais juste te prévenir. » Elle arqua un sourcil, jouant le jeu, « D'accord, bon voyage. » Calvin partit précipitamment sans plus d'explication, impatient de finaliser son grand geste pour Ivy. S'il s'interrogea sur la réaction modérée de Naya, il ne le montra pas. Il était trop absorbé par ses propres illusions d'amour et d'excitation. Alors que la porte d'entrée claquait, Naya laissa échapper un souffle tremblant. Son cœur battait contre ses côtes, un mélange turbulent de douleur et d'anticipation sinistre. Le week-end était fixé. Calvin orchestrait tout. La bague, la suite romantique, la grande révélation dans la grande salle de bal. Il était loin de se douter que la véritable orchestratrice était la reine silencieuse qui possédait chaque centimètre carré de cet hôtel. Le grand week-end arriva. En secret, Naya avait préparé la grande salle de bal du Riviera Grand pour une soirée somptueuse. Fleurs, sièges élégants et une scène décorée de draperies dorées. Même si le personnel croyait que l'événement était pour la fonction privée de Calvin, Naya s'était assurée que chaque détail serve également son plan ultime. Ivy arriva dans une superbe robe rouge qui fit tourner les têtes dès qu'elle sortit de la limousine. Les photographes, invités par Calvin pour immortaliser le moment, mitraillèrent alors qu'elle se pavanait à l'intérieur, gloussant avec ses amis. Calvin, vêtu d'un smoking élégant, paraissait confiant, bien que sous cette apparence se cachât l'homme sur le point de demander en mariage une femme qui n'était pas la sienne. Dans la suite royale, Ivy admirait les pétales de rose éparpillés sur le lit et la bouteille de champagne glacée. Elle laissa échapper un cri ravi en ramassant la boîte de la bague en diamant que Calvin lui avait montrée quelques instants auparavant. « Calvin, c'est si beau !» souffla-t-elle, les yeux écarquillés de joie matérialiste. Il l'embrassa légèrement. « Attends de voir ce que j'ai prévu dans la salle de bal, chérie. Ce soir, tout tourne autour de toi. » En bas, des serveurs en uniformes impeccables offraient des hors-d'œuvre et des flûtes de champagne aux invités réunis. L'éclairage était doux mais dramatique, conférant à l'espace une ambiance de conte de fées. Un silence se fit dans la foule hello. « RDE de mes enfants, » dit Claire fermement. Il a prouvé qu'il ne se souciait pas d'eux. Et j'ai besoin d'une forme de soutien financier, ou du moins d'une créance sur les biens communs qu'il nous reste. Maître Richardson hocha la tête. Avez-vous des preuves de sa mauvaise gestion et de sa liaison? Claire ouvrit son sac et en sortit des copies des documents qu'elle avait pris du dossier, ainsi que quelques courriels compromettants. Les yeux de Maître Richardson s'écarquillèrent. C'est assez conséquent, dit-elle. Il utilise les fonds matrimoniaux pour financer une autre propriété au nom de quelqu'un d'autre. C'est clairement un motif d'action en justice.
Nous pouvons demander le divorce et une audience immédiate pour une pension alimentaire temporaire. Le cœur de Claire battait la chamade. Je n'aurais jamais pensé en arriver là, mais je ne vois pas d'autre solution. Maître Richardson hocha la tête, lui adressant un doux sourire. Vous faites ce qu'il faut pour vous et vos enfants. Nous veillerons à ce qu'ils soient tenus responsables. De retour chez Linda, Claire et les enfants commencèrent à s'installer dans une nouvelle routine. Emily et Aaron furent inscrits dans une école voisine, et bien que leurs amis leur manquaient, ils semblaient sentir l'environnement plus calme. Emily en particulier semblait soulagée, comme si la tension qui pesait sur leur ancien appartement s'était dissipée. Claire postula pour quelques emplois à temps partiel. Elle avait travaillé comme assistante administrative avant d'avoir des enfants, alors elle espérait que ses compétences étaient encore recherchées. Son premier entretien eut lieu dans une agence d'assurance locale, une petite entreprise qui avait besoin d'aide pour le classement, les appels téléphoniques et la planification. Elle portait son plus joli chemisier et un pantalon emprunté à Linda. Bien qu'elle fût nerveuse, elle se dit que c'était le début d'un nouveau chapitre. La responsable, une femme d'âge mûr nommée Teresa, semblait amicale. Nous apprécions les personnes soucieuses du détail et douées avec les clients, dit Teresa. Vous devrez peut-être apprendre de nouveaux logiciels, mais nous assurons la formation. Êtes-vous prête à commencer à temps partiel? Claire hocha la tête avec empressement. Oui, absolument. À la fin de l'entretien, Teresa lui serra la main et dit « Nous vous tiendrons au courant bientôt, mais j'ai un bon pressentiment. » En sortant, Claire sentit une petite étincelle d'espoir. Elle n'était plus impuissante. Elle avait le soutien de sa mère, un emploi potentiel et une avocate solide à ses côtés. La douleur de la trahison d'Édouard était toujours là, mais elle voyait maintenant un chemin à suivre. Ce soir-là, elle reçut un appel de Marissa, l'amie qu'elle avait rencontrée à l'épicerie des mois auparavant. Claire lui avait envoyé un SMS expliquant sa situation. « Claire, dit Marissa, je suis tellement désolée que tu aies traversé ça. Écoute, ma cousine possède une petite garderie en ville. Elle cherche toujours de l'aide à temps partiel, surtout le matin. Tu as mentionné que tu aimais les enfants. Es-tu intéressée? » Claire fut touchée par la gentillesse de son amie. « Oui, ce serait peut-être parfait. Je suis déjà en entretien pour un poste de bureau, mais un travail en garderie pourrait aussi convenir, peut-être l'après-midi. » Marissa parut soulagée. « Je transmettrai tes coordonnées. » Tiens bon, d'accord? Pour la première fois depuis longtemps, Claire termina l'appel téléphonique avec un sourire sincère. Elle sentait la communauté se rallier autour d'elle, lui offrant des opportunités qu'Édouard n'avait jamais pris la peine de l'aider à trouver. Tard cette nuit-là, après que les enfants se furent endormis, Claire s'installa à la table de la cuisine chez sa mère. Elle rédigea un plan d'action, 1. Finaliser les papiers du divorce avec Maître Richardson. 2. Obtenir un emploi. 3. Économiser de l'argent pour son propre logement. 4. Inscrire les enfants à des activités parascolaires une fois les finances stabilisées. Elle regarda la liste, ressentant à la fois peur et excitation. Elle ne fuyait pas seulement Édouard, elle courait vers une vie meilleure pour elle et ses enfants. Claire prit une gorgée de thé, se souvenant du chagrin d'avoir découvert l'infidélité d'Édouard. Elle ne pouvait pas contrôler ses actions, mais elle pouvait contrôler les siennes. À ce moment-là, elle décida qu'elle ne serait plus jamais spectatrice de sa propre vie. La trahison d'Édouard l'avait chassée de l'appartement et l'avait plongée dans un monde d'incertitude, mais elle avait aussi éveillé en elle une farouche indépendance. Elle tiendrait bon, se battrait pour ses enfants et exigerait le respect qu'elle méritait. N'étant plus l'épouse timide attendant le retour de son mari, Claire était désormais une mère en mission, une femme déterminée à reprendre sa vie en main. Elle sentait le tournant dans ses os, comme si la porte d'un nouveau chapitre s'était grande ouverte. Et il n'y avait pas de retour en arrière possible. Édouard regarda l'avis de saisie épinglé à sa porte d'entrée. La banque avait finalement pris des mesures contre le projet du Penthouse, et les créanciers le poursuivaient pour les soldes impayés. Il avait également manqué à plusieurs prêts personnels. Pire encore, son patron, M. Howard, venait de le licencier pour mauvaise performance et transactions financières douteuses. Il était seul. L'appartement bon marché était vide. Claire et les enfants étaient partis il y a des semaines. Il avait essayé de l'appeler et de lui envoyer des SMS, mais ses messages étaient courts et souvent acheminés vers le numéro de téléphone d'un avocat. Elle avait clairement indiqué que toute communication ultérieure passerait par les voies légales. Désespérée,
Édouard se rendit chez Linda sans prévenir un après-midi. Linda le reçut à la porte, les bras croisés et les yeux froids. « Tu as un sacré culot de te montrer ici, dit-elle doucement. « Je veux juste voir mes enfants, plaida-t-il. Linda ne céda pas, tu peux les voir si Claire est d'accord. En ce moment, elle est au travail et ils sont à l'école. Tu aurais dû appeler d'abord. J'ai appelé Claire, mais elle ne répond pas, insista Édouard. Linda expira brusquement. C'est parce que tu lui as causé assez de douleur. Elle a tout donné pour protéger ses enfants pendant que tu dilapidais de l'argent pour ta maîtresse. Édouard rougit. Je n'ai jamais voulu que ça arrive. J'ai juste... Il s'interrompit, réalisant à quel point ses excuses sonnaient creux. Tu devrais partir, dit Linda. Elle rentra dans la maison et ferma fermement la porte. Édouard resta sur le porche, la morsure du rejet profonde dans sa poitrine. N'ayant nulle part où aller, Édouard se rendit à l'immeuble de Lydia. Il se gara devant et lui envoya un SMS. « S'il te plaît, laisse-moi monter. J'ai besoin de parler. » Quelques minutes plus tard, Lydia apparut dans le hall, l'air à la fois agacé et ennuyé. « Qu'est-ce que tu veux, Édouard ?» Il passa une main sur sa mâchoire mal rasée. « Nous devons régler nos finances. La banque va saisir. » Elle le coupa avec un rire amer. « Nos finances ? C'était toujours tes finances. Je n'ai jamais signé pour la faillite. » Il la fixa, la panique l'envahissant. « Mais... » Le pantouse. « Tu avais dit que tu avais besoin d'eux. » Elle eut un sourire narquois, repoussant une mèche de cheveux parfaitement coiffée de son épaule. « J'ai trouvé quelqu'un d'autre qui peut finir le projet. Un promoteur avec des poches plus profondes. Désolé Édouard, mais ton puits est à sec. » Ces mots le frappèrent comme un coup de poing à l'estomac. « Et nous, murmura-t-il, la voix brisée. » Elle haussa les épaules, le regardant avec mépris. « Il n'y a pas de nous. Tu étais utile quand tu pouvais payer. Maintenant, tu ne peux même plus payer tes propres factures, encore moins mon style de vie. Ne me contacte plus. » Sans un regard en arrière, Lydia s'éloigna, laissant Édouard là, sous le choc. Tous les efforts, tout l'argent, toutes les trahisons. Gaspillés. Édouard retourna dans l'appartement bon marché où il avait autrefois forcé sa famille à vivre. Il était encore plus vide qu'avant. Des factures impayées jonchaient la table, et l'expulsion le menaçait là aussi. Le gérant de l'immeuble lui avait déjà demandé de partir d'ici la fin du mois s'il ne pouvait pas payer le loyer en retard. Il essaya d'appeler tous les contacts de son téléphone pour un prêt ou une piste d'emploi, mais la plupart d'entre eux avaient entendu les rumeurs sur ses finances chancelantes et ne voulaient rien avoir à faire avec lui. Les collègues qu'il appelait autrefois amis ne décrochaient pas, et le silence de Lydia en disait long. Assis sur le vieux canapé élimé, Édouard regarda une photo de Claire et des enfants, prise des années auparavant dans un parc d'attractions. Ils avaient tous l'air si heureux. Un sanglot lui échappa. Il avait échangé sa famille contre l'illusion d'excitation et de prestige avec Lydia, et maintenant tout était parti. Il réalisa, trop tard, à quel point il avait blessé les personnes qui comptaient vraiment. Les jours passèrent, et la situation d'Édouard se détériora. Il survivait avec de la nourriture en conserve bon marché, quittait rarement l'appartement et évitait les appels des agents de recouvrement. Occasionnellement, il se traînait dehors pour s'asseoir sur le perron, sentant les regards des voisins qui chuchotaient sur sa chute. Un soir, un avis fut affiché sur la porte où il devait quitter les lieux dans 3 jours. Il fourra quelques vêtements dans un sac de sport, mais il n'avait nulle part où aller. Il avait épuisé toutes les faveurs, brûlé tous les ponts. Les mains tremblantes, il sortit son téléphone et essaya d'appeler Claire une dernière fois. Messagerie vocale à nouveau. Il laissa un message brisé et larmoyant. Claire. Je suis tellement désolé. J'ai tout perdu. Je sais que je ne mérite pas une autre chance. Mais s'il te plaît. Je suis désespéré. Dis aux enfants que je les aime. Quand il termina l'appel, il sentit un poids écrasant de solitude. C'était le karma dans sa forme la plus pure. L'homme qui avait négligé sa famille et tout investi dans le rêve de luxe d'une maîtresse se retrouvait maintenant sans foyer ni la moindre parcelle de dignité. Édouard pensa au coût de ses choix. Il avait ruiné la vie qu'il avait autrefois où une femme qu'il aimait, des enfants qu'il adorait, un emploi stable et un appartement décent, bien que modeste. Il avait tout troqué contre un fantasme éphémère,
qui s'était évanoui dès que son argent s'était tari. Maintenant, il payait le prix ultime. Il passa cette dernière nuit blotti sur le canapé, les lumières éteintes pour économiser le peu d'électricité qu'il pouvait se permettre. Dans l'obscurité, il affronta la vérité. Lui seul avait orchestré cette chute. Il n'y avait plus personne à blâmer. Au matin, le gérant de l'immeuble frappa à la porte, exigeant qu'Édouard quitte les lieux. Avec ses maigres affaires dans un sac, Édouard sortit dans le couloir froid, chaque pas résonnant comme un verdict final. Il était tombé de son trône auto-construit dans les décombres de sa propre fabrication. Et là, sur le seuil, il comprit qu'il avait vraiment perdu tout ce qui comptait famille, foyer et respect. Le couloir vide semblait s'étirer à l'infini, n'offrant aucun sanctuaire, aucun endroit qu'il puisse appeler sien. Quelques mois plus tard, Claire se tenait devant une petite maison modeste dans une rue bordée d'arbres. Elle était fraîchement peinte, avec un minuscule jardin devant. Elle serrait les clés dans sa main. Les enfants rebondissaient d'excitation autour d'elle. « C'est notre nouvelle maison » demanda Émilie, les yeux brillants. Claire hocha la tête en souriant. « Oui, c'est ça. Nous pouvons enfin nous installer ici. » Après que la poussière fut retombée sur sa procédure de divorce, Maître Richardson l'avait aidé à obtenir un règlement équitable, du moins ce qu'il en restait. Bien qu'Édouard n'eût plus grand-chose, le tribunal reconnut les droits de Claire sur certains biens matrimoniaux. Elle avait également un emploi stable à temps partiel à l'agence d'assurance, plus un petit boulot à la garderie de Marissa quelques après-midi par semaine. C'était suffisant pour obtenir un petit prêt hypothécaire pour sa propre maison. Sa mère, Linda, avait également contribué une partie de ses économies pour aider à la compte. Émilie et Aaron se précipitèrent à l'intérieur, explorant les pièces vides. Claire les suivit, des larmes de joie et de soulagement lui montant aux yeux. Elle se souvint de l'appartement exigu et délabré où il vivait autrefois, où elle s'inquiétait quotidiennement du loyer et de l'eau chaude. Maintenant, ils avaient un endroit à eux, symbole d'un nouveau départ. Un jour, Édouard réussit à contacter Claire par l'intermédiaire du bureau de Maître Richardson, la suppliant d'avoir une chance de voir les enfants. Claire, après mûre réflexion, décida qu'il valait mieux pour les enfants de le rencontrer dans un cadre supervisé, un bureau de conseil familial en ville. Quand Édouard entra, il avait l'air plus âgé, plus mince et complètement abattu. Ses vêtements étaient froissés et il ne s'était pas rasé depuis des jours. Émilie et Aaron s'accrochèrent à Claire, ne sachant comment réagir. La conseillère, une femme douce nommée Dr Patel, les guida. « Émilie, Aaron, votre père aimerait vous parler. » Édouard déglutit difficilement, les larmes lui montant aux yeux. « Je suis tellement désolé, les enfants. Je vous ai laissé tomber. Je vous aime toujours plus que tout. » Les enfants ne lui sautèrent pas dans les bras ni ne pleurèrent de joie. Ils hochèrent simplement la tête, échangeant des regards incertains. Claire resta silencieuse, son expression gardée. « Pouvez-vous me pardonner » demanda Édouard, la voix tremblante. Aaron se tortilla mal à l'aise. Émilie chuchota simplement. « Tu as fait du mal à maman. » Les larmes d'Édouard coulèrent. « Je sais que je l'ai fait, ma chérie. Je ne peux pas défaire ça. Mais je veux arranger les choses si je le peux. » Claire intervint doucement. « C'est à eux de décider. Et ça prendra du temps. Tu n'as pas été là quand ils avaient le plus besoin de toi. » Sa voix était calme mais ferme. Le docteur Patel facilita une courte conversation. Les enfants exprimèrent leur douleur et leur confusion. Édouard essaya de leur assurer qu'il ne les abandonnerait plus jamais, bien qu'il n'eût pas de foyer stable où les emmener. Il vivait dans un petit appartement délabré qu'il avait réussi à louer avec une infime partie de ses dernières économies. Après la séance, Émilie et Aaron le serrèrent brièvement dans leurs bras, mais le mur émotionnel entre eux persistait. Édouard regarda Claire, suppliant silencieusement. Elle lui adressa un signe de tête poli, mais aucune chaleur ne se manifesta dans ses yeux. Quelques semaines plus tard, l'histoire d'Édouard fit la une des journaux locaux. L'entreprise de construction déposa une plainte pour honoraires impayés, et la banque mit le pantouse à moitié achevé aux enchères. Un journaliste local flairant le scandale publia un article sur le dirigeant qui avait tout perdu, détaillant comment Édouard Tornet avait dépensé les fonds familiaux pour l'appartement de luxe d'une maîtresse. Les gens de la communauté chuchotaient à son sujet, et ses anciens collègues secouaient la tête, se rappelant mutuellement cette histoire édifiante. Édouard se retrouva méprisé partout où il allait, figure publique de la trahison et de la chute. Pendant ce temps,
la vie de Claire continuait de s'améliorer. Elle travaillait assidûment à ses emplois, équilibrait son budget et réussit à inscrire Aaron, mais c'était rempli de rire et de croissance. Un dimanche après-midi tranquille, alors que Claire arrosait le petit jardin à l'extérieur, elle entendit son téléphone vibrer. C'était un SMS d'un numéro inconnu, mais elle reconnut le style d'écriture d'Édouard. « Claire, je suis désolé pour tout. Je sais que tu n'as aucune raison de t'en soucier, mais je veux juste dire que je suis fier de toi et j'espère que les enfants vont bien. Peut-être qu'un jour ils pourront me pardonner. » Elle fixa le message un long moment. Puis, avec un soupir, elle tapa une courte réponse. « Ils vont bien. Nous avons une nouvelle maison. S'il te plaît, respecte nos limites. J'espère que tu trouveras un moyen de reconstruire ta vie. » Elle appuya sur envoyer, ressentant un mélange de compassion et de finalité. Elle avait tourné la page, traçant un nouveau chemin où le chaos d'Édouard ne dictait plus chacune de ses décisions. Le poids de sa trahison persistait encore, mais son avenir ne lui appartenait plus. Édouard, vivant dans un studio miteux, continuait de lutter. Il acceptait des petits boulots, essayait de rétablir son crédit et envoyait occasionnellement des chèques de pension alimentaire, quand il pouvait se le permettre. Certains jours, il fixait des photos d'Émilie et d'Aaron, la honte l'accablant. Il se demandait s'il réparerait un jour vraiment sa relation avec eux. Mais c'était le karma. Il vivait maintenant dans l'espace bon marché et délabré qu'il avait autrefois jugé suffisant pour sa famille. La différence était que Claire et les enfants étaient partis, s'épanouissant dans une nouvelle vie qu'ils ne pouvaient qu'entrevoir de loin. Quant à Claire, elle se réveillait chaque matin au chant des oiseaux dans son petit jardin, ses enfants en bonne santé et heureux. Elle ressentait de la fierté pour sa propre résilience, pour la connaissance qu'elle avait surmonté la trahison et le chagrin. Parfois, elle se souvenait des espoirs naïfs qu'elle avait autrefois placés en Édouard, mais ces souvenirs ne servaient qu'à lui rappeler le chemin parcouru. Debout sur son porche au lever du soleil, un café à la main, elle ressentait de la gratitude. C'était sa résolution karmique. Elle s'était choisie, elle et ses enfants, laissant Édouard faire face aux conséquences de ses actes. Et dans ce choix, elle avait trouvé une paix plus précieuse que n'importe quelle pantouse de luxe ne pourrait jamais offrir. Je suis content que vous soyez arrivés jusqu'au bout. J'espère que vous avez apprécié l'histoire. N'hésitez pas à cliquer généreusement sur le bouton j'aime et à vous abonner pour d'autres récits captivants comme celui-ci. Nous aimerions avoir de vos nouvelles. Quelles leçons avez-vous tirées de cette histoire? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. À la prochaine histoire.